Il y a le journalisme et il y a le journalisme sportif. Et c'est un métier quand même assez à part. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans une cage sans savoir comment on en sort dans 15 ou 25 minutes? Ça me bluffe. Il y a des beaux combats de boxe, il y a des beaux combats de MMA, et il y en a d'autres qui sont un peu chiants. Et sur lesquels on va être sur de l'humain, sur du psychologique, sur d'autres tendances. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Thomas, ça va ? Merci de m'accueillir, Franck. Thomas, je suis content de t'avoir parce que tu es dans le milieu des médias depuis plus de 20 ans, comme journaliste, commentateur sportif. Tu as bossé sur Eurosport, beIN Sport, aujourd'hui chez RMC, où tu commentes notamment les sports de combat. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment le journaliste, le commentateur, on verra comment on le définit, peut rentrer dans ces thématiques de sport de combat, faire vivre les récits, faire connaître du grand public, commenter, apporter des précisions. C'est des thèmes que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Tu l'as dit, je pense qu'il y a quelque temps, si tu m'avais dit un peu plus de 20 ans de métier, ça m'aurait effrayé. On est dans un pays, une culture où on s'arme quand même souvent d'humilité. Là, je crois que je peux me permettre de dire effectivement qu'en ayant commencé Eurosport en 2003, c'est-à-dire il y a 23 ans, j'ai le sentiment d'avoir quelques heures de vol. Plus souvent, effectivement, avec un parcours sur des chaînes qu'on appelle des chaînes à péage, c'est-à-dire avec un abonnement, avec une attente en face. Et je crois que chaque fois que je raconte quelque chose, je me dis qu'est-ce que je peux apporter à la personne derrière son écran, en termes effectivement de storytelling, parce que il y a un abonnement qui est payé et donc il y a une notion de service à rendre. J'ai fait ce métier de journaliste parce qu'il y avait une curiosité insatiable. Gamin, je rêvais d'être grand reporter pour CNN. Et puis sur les premiers reportages de sport avec certains GRI, journalistes, reporters d'images, caméramens, qui avaient un peu plus de bouteilles, qui m'ont dit: «Tu sais, moi j'ai été à Sarajevo, il y a des choses trop dures en guerre, il y a un certain cynisme avec le sang». On retrouve quelques gouttelettes d'hémoglobine maintenant dans le MMA, mais le sport reste un microcosme de la société vachement intéressant. Il y a une notion de feel good et de divertissement qui me comble pas mal quand même dans le récit. Et donc il y a le journalisme et il y a le journalisme sportif, et c'est un métier quand même assez à part. Journalisme sportif, je te situe notamment en 2008 où tu commences à commenter le MMA pour une chaîne luxembourgeoise qui s'appelle RTL9. Là, tu vois le MMA arriver sur les écrans. C'est le 3e sport aux USA à ce moment-là, il me semble. Qu'est-ce que tu te dis ? Tu as complètement raison. Au départ, je commente pour le groupe AB sur une chaîne qui s'appelait NT1, l'ancienne chaîne numéro 10 de mémoire, ou 11, je suis plus sûr. Avec le regretté Didier Roustan, on commentait des matchs de football sud-américain. Et puis le patron des programmes vient me voir en me disant on nous propose, il diffusait du catch déjà depuis longtemps, NT1, AB, on nous propose l'UFC, qu'est-ce que tu en penses ? Ça valait 900 000 francs pour 3 ans. Et je leur ai dit sautez dessus. Sautez dessus parce que je suis parti et j'ai vécu quasiment 7 ans aux États-Unis, en Californie. Je suis arrivé pile poil au moment où Mike Tyson chique l'oreille d'Evander Holyfield. C'était 100 balles un pay-per-view pour voir de la boxe. On mettait 5 $ sur les bières, on mettait 5 $ sur qui va gagner, on mettait 5 $ sur le pay-per-view. On était une vingtaine d'étudiants et on regardait ça comme ça. La communauté latino continue de faire ça sur les gros événements de boxe. Ils sont à plusieurs, à 15, à 20, à regarder ça. Donc le système pay-per-view était très en place et assez vite, les Américains n'ont plus de champion du monde.
en boxe, dans la catégorie reine, celle des poids lourds. Les Klitschko, les Ukrainiens pendant longtemps, les Anglais aujourd'hui, à l'exception d'Alexander Usyk, qui est la sublime exception qui confirme la règle. Et donc, ils se sont tournés vers le MMA, les Américains. Et donc, moi, je suis sur le campus, fin des années 90, je découvre ce sport-là, encore un tout petit sport, puisqu'il est né en 93, pas encore complètement réglementé. Puis après, au début des années 2000, avec des profils comme Tito Ortiz, avec Chuck Liddell. Et effectivement, on commence à commenter ces combats-là. Au départ, avec une certaine réticence de la chaîne, on recevait des programmes qui s'appelaient Unleashed. On coupe la laisse, des temps forts, très forts de combats assez expéditifs. Et puis le premier direct que l'on commente en direct, mais qui est diffusé le lendemain, parce que je pense qu'ils se disaient est-ce qu'il y a du monde pour regarder ça en pleine nuit, était diffusé le dimanche avec une demi-journée de décalage, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, on diffusait le dimanche soir. On commente Randy Couture, Brock Lesnar, l'ancien catcheur. Ouais. J'avais un Facebook à l'âge de, je sais plus, 2008, t'as fait le calcul. J'avais un Facebook avec 500 copains. Et en 15 jours, mon Facebook, 5000. Ça explose. Ça explose. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc au sens, la viralité de la chose? Je le savais, et donc on vient de le dire, un rapport qualité-prix extraordinaire. C'est un sport qui, jusque-là, fallait aller dans les vidéoclubs, fallait attendre plusieurs semaines, fallait être abonné à un magazine. Et là, tu vois que ça discute beaucoup sur les forums. Ça a évolué aujourd'hui, le MMA, avec beaucoup de digital. Et puis, je rencontre Cyril Diabaté de la Snake Team, Stéphane Chauffourier qui organisait 100% Fight déjà à l'époque, à Pierre de Coubertin, etc., etc. Et donc, je vois qu'il y a toute une mouvance comme ça, notamment très forte en Île-de-France, et qu'il y avait une attente énorme pour qu'on puisse être diffusé. Et donc, alors que j'ai eu fait déjà grand reporter pour Eurosport en foot et des gros événements, là, j'arrive sur une niche, mais d'une force intersidérale. Et toi, tu avais déjà un attrait pour les sports de combat? Parce que tu viens du rugby, plutôt, il me semble. Moi, j'ai un attrait pour les histoires humaines qui me dépassent. Et si tu veux, il y a un caractère anthropologique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre les 2 oreilles? Qu'est-ce qui fait qu'un mec rentre dans une arène? On pourrait reparler du concept de la cage qui aujourd'hui protège, mais au départ, c'était vraiment pour impressionner. Puisque les fondateurs voulaient même des fils barbelés, des fils électriques, des crocodiles, etc. Enfin bon, bref, la genèse au départ était vraiment transgressive. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans une cage sans savoir comment on en sort dans 15 ou 25 minutes? Ça me bluffe. Je commentais de la boxe, un petit peu pour Eurosport. À cette période-là, Jean-Marc Mormec également pour Orange Sport, les aventures de Jean-Marc, avec ou à la place de Jean-Philippe Lustig, qui était la voix de la boxe. Et tu parles de rugby, il y a une notion de combat là-dedans. J'ai commenté l'équipe de France pour TV5, mais jamais de championnat et de façon récurrente. Mais oui, le rugby est mon sport, mais il y a une notion de combat dedans, de défi. Le sport pour moi, c'est la part d'incertitude, toujours. Comment est-ce qu'on gomme ces détails-là? Comment est-ce qu'on les enlève? Le MMA résumait un petit peu tout ce que je me faisais de l'idée du sport, dans sa grandeur. En le poussant à son paroxysme, d'une certaine manière. Je reviens un cran en arrière. Tu parlais de foot et de rugby. Le MMA est un sport, et la boxe, individuel. Tandis que le rugby comme le foot sont des sports collectifs. Comment on commente? Quelles sont les différences entre commenter un sport individuel et un sport collectif? Parce qu'un sport individuel, tu dis, il y a une notion très forte de storytelling autour des personnes, mais au foot, les clubs ont aussi leur histoire. Comment tu navigues entre raconter l'histoire d'une personne et raconter l'histoire d'un club? Tu m'en veux pas, si je dis ça, c'est le point de vue de Franck. J'ai eu la chance, l'an dernier
que RMC Sport m'octroie, l'opportunité d'aller faire le speaker et le commentateur sur Paris 2024 pour, les Jeux olympiques. Hem et je me suis retrouvé avec, un ancien collègue, Marc Mingoya, 20 ans plus tôt, qui lui commentait par exemple le sumo. Il avait Jacques Chirac qui l'appelait, qui lui disait: «Marc, à quelle heure c'est le sumo?» Jacques Chirac était fan de sumo. Marc était un commentateur assez endiablé, à Eurosport. Eurosport est une super école parce que tu arrives le matin, un coup c'est du dressage de chiens, le lendemain c'est du curling, après c'est du foot. Hem, les les grands commentateurs aujourd'hui, Alexandre Pasteur, hem, ou d'autres qui sont capables de générer, Alexandre Pasteur, France Télé, hem, qui sont capables de commenter plusieurs sports, plusieurs supports, il y en a pas mal qui ont débuté à Eurosport, qui était la chaîne référence il y a une vingtaine d'années, heu, dans 18 pays ou en tout cas, pardonne-moi, dans 34 pays en 18 ou 19 langues. Et Marc me dit: «Tu sais quoi?» Parce que là, je suis arrivé sur les jeux, il fallait, extinction de voix à la piscine, tu vas, commenter en anglais, le plongeon. Cet après-midi, tu commentes le beach volley, et cetera, et cetera. J'étais le support voix pour les stades. Il y a une anxiété, tu te dis: «Est-ce que tu vas tout bosser?» Et puis à la vieillerie, au métier, il y a quand même des choses. Et en fait, il y a 3 sports différents. Il y a des sports de confrontation, il y a des sports de course et il y a des sports de notation. Et quand on est commentateur, play by play, et quand on a un consultant à côté de soi, assez bien armé, l'idée est de donner un rythme, une émotion, et finalement qu'on soit 1 contre 1 ou 11 contre 11, on est dans une confrontation. Hem, L'athlétisme, la natation, les courses se commentent quand même sur une rythmique assez similaire, et ensuite les sports de notation, patinage artistique, natation synchronisée, que sais-je encore, c'est encore une autre façon sur de la technique. Et quand tu es assez d'accord avec ça finalement, ben, ascendant, rythme, intensité, hem, ça revient quand même beaucoup. Maintenant effectivement, le 1 contre 1, c'est quand même peut-être le plus difficile. Il y a des beaux combats de boxe, il y a des beaux combats de MMA, et il y en a d'autres qui sont un peu chiants et sur lesquels, ben, on va être sur de l'humain, sur du psychologique, sur, d'autres tendances, et effectivement, il faut que la partie immergée de l'iceberg, là, le travail soit un peu plus grand sur les profils, hem, que tu as avec toi. Mais ça reste les rouges contre les bleus, finalement. Mmh. Tu as ta grille de lecture, sport de confrontation, course, notation. En dessous, tu peux dérouler un peu ta boîte à outils, de journaliste, commentateur. Et là, je pense qu'on touche du doigt l'essence du métier. Tu as parlé, du commentaire sportif, du côté feel good, du côté journalisme sportif. Mais est-ce que tu es, journaliste en tant que personne qui transmet l'information ou journaliste en tant que créateur de cette information? Tu participes aussi à l'épreuve. Hem, Tu n'es pas qu'un média. oui, je pense quand même, je vais retourner à mon école de journalisme, mais aux États-Unis, c'était accuracy, 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 précision, précision, précision. Hem Mets-moi un couteau sous la gorge, mais je vais quand même, me baser d'abord sur les faits, et effectivement, entre guillemets, ensuite pour vendre, tu veux pousser quelqu'un à l'action, parle-lui d'émotion. Les 2 sont importants, les 2 sont liés. Maintenant encore aujourd'hui, je vais pas au micro si j'ai pas bossé mon sujet, heu, plus qu'il n'en faut. 9 questions sur 10 au consultant, j'ai peut-être la réponse, mais je suis dans une démarche triangulaire avec la personne qui est derrière son écran, en me disant: «C'est une question qui pourrait venir». Je sais pas si je suis dans le dépassement de fonction, mais ça viendra peut-être et on y reviendra, mais il y a l'idée toujours quand même de vulgariser parce qu'on peut avoir de nouveaux abonnés, de nouveaux téléspectateurs, et qu'il faut pouvoir satisfaire, la personne qui est déjà assez aguerrie, et toujours se dire qu'il faut laisser la porte ouverte, aux nouveaux venus, pour pas qu'on se dise: «Ah, je suis pas invité dans le carré VIP, il y a le cordon rouge et j'ai pas le droit de rentrer». Je digresse. On est aujourd'hui dans une culture d'opinion énormément.
Hem L'exemple qui me vient là tout de suite en tête, c'est que je suis pas obligé d'aimer et pourtant je les aime beaucoup les sportifs de haut niveau. J'aime l'intelligence émotionnelle. Quand BSD par exemple, est capable, de te décrire sa victoire en 15 secondes où il y a un knockdown à 13 et le combat est arrêté à la 15e ou à la 16e seconde et que lui, il peut mettre 1 minute 40 pour t'expliquer chaque seconde. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle des sportifs de haut niveau, qui dans 1 seconde voient 24 images et sont capables de décrire les 24 images parce qu'ils ont tellement répété des choses et l'inconscient, parle et cetera. Ça, moi, je trouve ça magnifique. Je suis pas obligé d'aimer humainement, ou peut-être que je vais avoir une appétence pour, A plus que pour B, mais dans l'intention sportive et cetera, je pense que je m'impose quand même, hem, en tant que monsieur loyal ou commentateur, hem, une impartialité, le plus souvent possible. Maintenant évidemment, les gens s'identifient plus à une équipe qu'une autre, tu vois? On parle de Mmh. foot, moi je dis souvent en plaisantant: «J'aime pas le foot, j'aime Nantes». Mmh. Je vis des moments très difficiles depuis plusieurs années, Mmh. et j'ai quand même toujours un œil sur mon équipe Mmh. quoi qu'il arrive parce que, il y a une transmission, il y a un truc, j'essaie d'y mettre mon gamin, mais Mmh. comme pas mal de la jeune génération, il a été matrixé par le PSG, on peut le Mmh. comprendre, voilà, c'est plus difficile de l'emmener à la Beaujoire. Je le fais quand même aussi. Donc si tu veux, il y a on est dans ces métiers-là parce que c'est des métiers passion. Moi, j'ai voulu être journaliste sportif aussi parce que, il y avait l'odeur de la pelouse, que ce soit foot ou rugby et puis j'ai grandi dans une période, entre 93 et 97. Pour tout te dire, au début, j'étais un peu costaud, on allait au stade, pour défier les Bordelais, parce qu'il y avait des mecs de 18-19 ans qui nous avaient embrigadés et puis à un moment, j'ai des potes qui m'ont dit: «Mais change de tribune, il se passe un truc» et j'ai pu manquer un match et j'ai dit: «Le stade est mon église et j'ai envie de raconter ça au plus grand nombre» parce que je vis des émotions de dingue et et aujourd'hui pour le ramener parce que, Franck, tu as une appétence pour le combat et c'est de son dont on parle, hem, l'intensité des émotions avec le MMA, mêlée au divertissement. J'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années de commenter 4 Super Bowls, avec une culture un peu américaine, c'était le top. J'ai je L'Ultimate Fighting Championship réveille des émotions d'une force intersidérale. Aujourd'hui, tu es chez RMC Sport. C'est, un média qui diffuse, l'UFC, KSW, Hexagon MMA PFL depuis la semaine dernière, et le PFL. Les droits ont été, depuis une quinzaine de jours maintenant. réacquis. Donc c'est une chaîne qui fabrique une verticale sur les sports de combat. Est-ce qu'il y a un avantage à devenir la référence française dans les sports de combat? Ou c'est une stratégie qui est plus opportuniste? Ou se spécialiser dans un domaine, c'est, une prime de taille, d'une certaine manière? De ma fenêtre, moi je quitte beIN Sport parce que RMC m'appelle et qu'il récupère les droits de la Ligue des champions. Il y a un cycle de 3 ans qui se fait. C'était assez flatteur de partir avec les droits. Il y a un deuxième cycle qui se fait avec un partage avec Canal+. Canal a une verticale, Formule 1. beIN Sport a une verticale, NBA. Nous, on avait, les coupes d'Europe, le foot anglais et hem et les sports de combat. Il y a une perte de droits et en même temps, il y a une montée en puissance et un nouvel essor, notamment en France et comme d'autres nations, on a la tête dans le nombril, donc on a l'impression que, le sport est né en 2020, le MMA. Il est il a connu un F5 refresh ou en tout cas un essor de plus 70 à travers le monde parce que ça correspond aussi à la Covid. Mmh. Sport qui est quand même soutenu par Trump, assez républicain et Dana White va voir Trump en disant: «Mais moi je veux pas m'arrêter». Il dit: «Non, mais Mmh. commence en Floride et puis, on va aller à Yas Island à Abu Dhabi et puis on va créer, l'Apex, dans lequel, les combattants, combattent,
dans du jus, Mmh. Mmh. dans du gel hydroalcoolique. Il y avait plus de sport à la télé, hormis du MMA. Et là, il y a une nouvelle population, notamment Gen Z, qui a découvert ce sport il y a 6 ans. On a pu de nouveau raconter l'histoire. Moi, quand je le commande, si tu veux, en 2008, on vient me voir, on me dit: «Il y avait un côté un peu propagande. Dis que c'est pas violent, Mmh. dis que c'est». Aujourd'hui, j'ai aucun problème à te dire qu'il y a une certaine violence dans l'ADN des gens et qui voient ce sport, et il y a un regard ultime. J'ai aussi aucun problème à expliquer, gentiment que, en boxe, on prend 300 coups entre le plexus et la tête et que j'ai beaucoup de copains quinquagénaires, qui ont eu des séquelles. Pour l'instant, c'est un peu comme la cigarette et la vape, ne faites pas ça Mmh. chez vous. Hem, on a eu un décès pour un cutting. Je commande des gens, notamment la boxe japonaise où il y a des décès tous les ans. On n'a jamais eu de décès dans une cage. Bon, voilà, c'est des faits, j'ai pas besoin d'aller plus loin Mmh. que ça là-dessus. Hem, RMC Sport s'est aperçu de la puissance de ce sport-là, qui, quand on met les moyens pour aller raconter des histoires, suivre, Cyril Gane à Abu Dhabi pendant une semaine, suivre Cyril Gane, dans sa première chance mondiale contre Francis Ngannou à Anaheim, puis contre John Jones, avec, une huitaine, dizaine de journalistes, une équipe de production et qu'on fournit du contenu tous les jours. Heu, il y a, des pics d'abonnements et des gens qui restent derrière et qui ont envie de comprendre, l'histoire parce qu'effectivement, c'est un sport qui permet de suivre le fil et il y a une histoire et il y a une méritocratie et il y a tout ça autour. Mmh. Donc, par le jeu des Mmh. opportunités, hem bah, on s'est aperçu de la puissance, une Mmh. nouvelle fois de l'UFC, qui est la locomotive, qui est un peu la Ligue des champions et d'autres organisations dans lesquelles c'est finalement assez facilement identifiable, des profils de Français, Saladin Parnasse, KSW, et d'autres évidemment, PFL avec notre consultant Mmh. combattant, Taylor Lapillus, les ligues françaises avec Hexagone qui fait le tour, des zéniths en Des grandes France villes, et on qui va on et va qui en a beaucoup de profils et de combattants français qui sont des pépites qu'on verra sans doute s'exporter ouais. derrière. Voilà, donc chaque ligue a son histoire, sous ce grand chapiteau MMA qui continue de faire beaucoup de bruit en ce moment. C'est effectivement un sport de ligue et là où l'UFC fait fort, c'est qu'il y a une seule ligue, en fait. Enfin, il y a plusieurs ligues, mais c'est la ligue la plus forte qui écrase un petit peu toutes les autres, en tout cas aux États-Unis. Ce qui te permet d'avoir une visibilité très claire sur, les combattants. En boxe anglaise, il y a plein de ceintures, plein de fédérations, plein de catégories de poids. On a du mal à s'y retrouver parfois. Sur l'UFC, après la légalisation du sport, il y a eu un premier UFC à Paris en 2022 où toi tu es intervenu, pour présenter, la soirée depuis un studio, RMC à l'Accor, Arena. Tu parlais tout à l'heure de la vulgarisation, du grand public. Comment toi tu as appréhendé cette soirée, qui était la première soirée de l'UFC, en France? J'entends appréhender comme une peur, il y avait une énorme excitation. C'est effectivement, même si c'est encore, il y a 42 soirées, ou 44 proposées par l'UFC désormais sur Paramount, donc sur une chaîne publique, là encore, je pense que ça va Mmh. ruisseler, parce que les contenus seront encore beaucoup plus disponibles. Avant, il y avait 13, pay-per-view à 80 $ la session est disponible Mmh. évidemment, via l'abonnement sur RMC et tout ça pour dire que Paris est peut-être encore, à leurs yeux des Américains, la 25e soirée sur 42. Sauf que pour nous, c'est la première, puisque chaque fois qu'il y a un nouveau pays, une nouvelle région du monde, heu, ils ils ouvrent les vannes un peu plus à des Mmh. combattants du cru et donc nous, on a eu entre, 8 et 12 combattants français, heu, au moins 6, 7, 8 par soirée et qui ont plutôt bien performé. 2022, c'est dingue parce que il y a deux trois chants de merde. J'ai longtemps entendu j'avais envie d'entendre «Si tu savais» au lieu de Mmh. au lieu de «Pardonnez-moi, nique lui sa mère».
Ceux-là, je les déplore. Pour le reste, la Marseillaise ou si tu ne sautes pas, repris a cappella, Mmh. dans une arène de 20 000 qui, assez fermée, fait finalement plus de bruit et encore plus impressionnante qu'un stade de 40 ou 50 000 en termes de décibels. Hem, les commentateurs, étrangers, les commentateurs américains se sont regardés, se sont arrêtés et ont dit: «On n'avait jamais entendu ça». Hem et là, c'est pas chauvin de le dire parce que j'ai eu la chance, de couvrir des événements à peu près, partout à travers le monde, donc d'avoir quand même, une grille de lecture. Heu, avant pour moi la référence c'était l'O2 Arena, Londres. L'Accor Arena a tout explosé, dès la première année. C'était complètement dingue. Le premier combat de Cyril face à Tai Tuivasa, un peu en mode Rocky, il tombe, il revient, il le bat. Heu, la première de BSD, dans cette UFC 1, puisqu'on parle de Paris et on a vécu le 4 en 2025. C'était une découverte phénoménale. Il y a eu une confirmation en 2023, il y a eu un petit écueil en 2024. Le main event devient, BSD contre Moïcano et là, il y a une douche froide un peu et puis on est reparti de plus belle, cette année encore. Hem, on les a souvent titillés, l'UFC, en leur disant: «Mais attendez, il y a la plus grande arène d'Europe indoor, Paris La Défense Arena». Eux, ils veulent une taille humaine autour de 20 000, ça leur va. Heu, si demain on fait un UFC avec 60 000 personnes, on les remplit en France. On les remplit. Maintenant, la rareté bonifie, et a priori 22 000, c'est quand même la taille qui permet, cette plus grosse intensité-là. Évidemment, il y a quelques heureux élus à 300 balles la place. Pour le reste, Mmh. heureusement, ils sont devant RMC Sport ou RMC Découverte puisqu'on a diffusé aussi en TNT. Et c'est pour nous un événement sans précédent, ouais. Et donc c'est une des premières rencontres entre le grand public et le MMA/l'UFC. Toi, tu prends une attention particulière pour présenter le sport, être didactique dans tes commentaires ou ça glisse? Tu me parles de l'UFC Paris? Ouais. On a eu la venue, d'Amélie Oudéa-Castéra, qui était la ministre à ce moment-là, que j'avais eu la chance de recevoir avant à beIN Sport quand elle n'était pas, ministre et donc on avait une proximité. On a fait venir la veille, sur d'autres plateaux Roxana Maracineanu qui nous avait ouvert la voie, puisque déjà sur le plateau de RMC en tant que journaliste, j'étais venu «l'accueillir» entre guillemets, en lui disant: «Est-ce que vous voyez, une contre-indication à la pratique du sport?» Elle avait dit: «Non» et façon RMC, derrière on avait dit: «Bon, bah, pas de contre-indication égale légalisation». Ça s'était fait Mmh. comme ça un petit peu, février 2020 avec le travail de Lionel Brézéfin qui est le cadre technique, heu, détaché par la boxe. Le MMA va avoir sa fédération, qui sera officialisée à la rentrée prochaine. On a un nouveau président de fédération qui s'appelle Patrick Vignal. Tout ça s'est mis en place à la 5e année. Hem, donc si tu veux, on a continué d'appliquer les bonnes recettes et les bonnes recettes, elles nous sont offertes. Un storytelling d'une force sans nom. Chaque combattant, a un profil humain très différent. Benoît, Cyril, Nassourdine, heu je vous donne des prénoms parce que les gens les connaissent, quoi. Taylor revient quand le premier, son adversaire, ne peut pas combattre, lui, il a un problème à la main. Au deuxième, il fait un sans faute, touché sans être touché avec sa patte et il dit: «Ça faisait 7 ans que j'avais pas combattu en France, redonnez-moi de l'amour», et puis il y a aussi ça, quand tu gagnes, il y a une montée d'adrénaline de dingue, on a envie d'être derrière nos combattants, on a beaucoup de proximité avec Double Impact, avec le T Taylor Lapillus, on est tous heureux, derrière il repart aux commentaires, ce fou furieux. Voilà, il y a Mmh. chaque édition de l'UFC, à Paris Mmh. nous a offert des émotions, dingues. Et puis c'est un sport qui est très visuel. En fait, on n'a pas besoin de comprendre les règles pour, voir, à peu près dans quel sens ça part. Alors qu'il y a d'autres sports comme l'escrime, par exemple, qui nous a fait beaucoup vibrer aux Jeux olympiques où ça va tellement vite qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il y a l'entrain et on a envie d'y croire aussi et ça génère des émotions.
sur, l'UFC. Donc il y a l'UFC, il y a Hexagone également, qui est une autre ligue de MMA qui est française cette fois-ci, qui est diffusée, également chez RMC. Donc toi, tu as un petit peu un double rôle, puisque tu es à la fois maître de cérémonie, speaker, tu me diras comment tu peux te qualifier chez Hexagone, c'est-à-dire que tu présentes les combattants, dans la cage, tu fais l'annonce et tu es également, commentateur chez RMC. Donc est-ce qu'il y a eu tu faisais partie du deal pour que, RMC diffuse, Hexagone? Non, hem, c'est un jeu de coïncidence, sans doute. Les frères Pourrutte, Jérôme et Laurent, ils ont une boîte de prod qui s'appelle Fighting Spirit. Ils sont dans le monde des sports de combat depuis très longtemps. Quand je commentais l'UFC sur RTL9, eux avaient un magazine, hem, en tant que journaliste et ils avaient fait des interviews de moi et Vincent Parisi qui était mon consultant à l'époque. Je travaillais en freelance, il me faisait commenter des DVD de catch. On est en lien, ensemble depuis 15-20 ans. Il se trouve effectivement on diffuse Hexagone depuis 2021. Donc moi, j'ai une proximité avec eux, déjà comme commentateur, présentateur, c'est plutôt assez fluide et ça s'est pas exactement joué comme ça. Je faisais déjà de temps en temps le speaker pour des soirées de boxe et puis, la chance d'avoir joué mon propre rôle, dans La Cage de Franck Gastambide, la série sur Netflix. Hem, il travaillait avec Christophe Ajus comme speaker, qui était le speaker d'Hexagone. Christophe, a continué, et continue sa carrière de commentateur de catch, qui est sa passion, première, sur Netflix pour les nommer et les sollicitations d'Hexagone qui sont 24 dates, par an avec, 18, soirées, diffusées sur RMC Sport, ont fait qu'ils ont dit: «Dis donc, ton rôle dans La Cage là, tu le ferais pour nous?» et j'ai dit: «Écoute, je l'ai eu fait il y a quelques années, avec grand plaisir». Hem, c'est, là aussi une décharge d'adrénaline folle, de pouvoir porter les combattants juste avant, le moment de vérité, de passer, souvent, 24-48, 72 heures avec eux avant, dans les moments qui sont difficiles, cette épreuve de la pesée. Je pense avoir une vraie proximité avec ces combattants-là, hem, que ce soit les Français ou les étrangers, Hexagone est une organisation plutôt très familiale où ça se passe super bien. Les combattants sont contents de venir, et c'est un exercice absolument génial à faire. Hem, parce que là, tu as les papillons, quoi. Même quand tu rentres déjà dans la cage alors que tu vas pas toi, heu, affronter quelqu'un, je me répète, mais en termes d'adrénaline, c'est très, très fort. Tu leur parles aux combattants, ils te disent, «J'ai envie que tu me présentes de telle manière, j'ai envie que tu appuies sur, telle lettre de mon prénom», Ils non? osent pas toujours, certains un peu plus. Là, pareil, I'm doing the homework donc pour les amateurs que je ne vois pas toujours nécessairement parce que la pesée des amateurs a lieu le matin des combats, donc je les vois à l'hôtel et puis souvent on a des jeunes profils qui ont 1, 2, 3 combats. Donc je m'attache déjà à ce que le nom, soit prononcé comme ils le souhaitent. Il m'arrive parfois, d'aller voir un combattant en disant: «Est-ce que tu as un surnom?» «Non, pas encore. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses?» Mathieu Chaumont, champion des moins de 77 kilos, ça se fait autour de la piscine la veille. J'écoute, demain tu combats à Orange. Orange, théâtre antique d'Orange. Gladiateur, c'est pas mal. Il me dit: «Ah ouais, Gladiateur, ça me plaît». En français ou en anglais? Ah, plutôt en français. Et puis là, je lui fais, l'entrée. «Mathieu, le gladiateur, Chaumont» et il me dit, «Allez, j'adhère». Hem, C'est j'en ai d'autres génial. comme ça, tu vois? Il y en a qui viennent avec leur nom, il y en a qui ont des références, et parfois on les a construits ensemble. Ah, c'est génial. Tu t'entraînes à prononcer les prénoms, les noms, faire les entrées?
un peu, dans ton coin, dans le début de la soirée, tu te répètes. Il y a marqué quoi sur les fiches? Bruce Buffer fait des vocalises. Une fois, je m'étais retrouvé, au maquillage à l'UFC Paris. Il était juste à côté en train de faire ses vocalises. On a des tests micro, souvent, 1 heure et demie avant le début du show. Chez Hexagone, la carte préliminaire débute souvent à 19h, la carte principale à 21h sur RMC Sport et avant sur Twitch, sur le YouTube d'RMC Sport Combat. Donc là, je chauffe un tout petit peu et puis au métier, je pense être assez généreux, mais j'essaye de monter en intensité pour marquer quand même le main event, heu, pour que quand ils, reviennent, se disent: «Tiens, Descend a remis encore un peu plus de décibels cette fois-ci, c'est que mon combat, a un peu plus de valeur encore». Hem, je lâche les chevaux, il y a pas une soirée où je finis pas, heu, avec la voix plutôt cassée parce que je pense donner sans compter. Il faut avoir un tout petit frein à main quand même, hem, pas d'hystérie, et puis varier, ça dépend des profils. Un profil exalté, tu vas, un profil un petit peu plus, en dedans, tu vas pas trop. Hem, c'est des moments forts aussi pour eux. Il y a ce regard, il y a ce check. Je me suis aperçu qu'il y avait un besoin de confiance, comme, tu le Mmh. sais, dans ces sports-là. Hem, ils me font confiance. Il y a une Et donc intimité je qui se dois crée. redonner ça. Ouais. Je dois redonner ça au moins, quoi qu'il arrive là encore et j'y retourne et ça c'est mon côté journaliste et j'y tiens, heu, avec une impartialité, heu, que j'espère, totale au moment de les lancer. Il y a une intimité qui se crée. Complètement et ça je et ça, cet affect-là, j'ai envie qu'elle soit présente, j'ai envie de la construire. Il y a un combattant, d'origine sénégalaise, blindé lutteur qui l'autre fois, après son combat, nous dit, à demi-mot, bah, j'avais le genou, en vrac et qui vient me voir, sénégalais qu'il est, en disant: «Tu es mon porte-bonheur, Mmh tu es mon porte-bonheur». mh. Alors je dis: «Attends, n'en fais pas trop, heu, pas de voodoo, Mmh hein», mh. en plaisantant, mais heu ouais, j'ai l'impression de créer des choses. C'est plus difficile avec un matchmaker, c'est plus difficile avec un directeur sportif, c'est plus difficile avec, un organisateur. Il y a une notion, financière, business. Hem, moi, je suis là pour les porter et j'ai envie. La comparaison avec, Bruce Buffer, on a dû te la faire très souvent, j'imagine. Tu la prends ou alors pour ceux qui sont un peu plus loin de ça, c'est un speaker emblématique de l'UFC avec une voix de stentor, qui fait des annonces dont tout le monde, se souvient. Toi, c'est une inspiration pour toi? J'étais en train de froncer les sourcils ou en train de réfléchir. Hem, Parce que tu as un style qui très incarné. tant mieux, merci. Hem, Que d'autres ligues ont peut-être fait le choix d'avoir des maîtres de cérémonie moins qui je j'ai un combattant, étranger qui parle pas français. Hexagone est diffusé dans 150 pays à travers le monde. Hem, si c'est du franco-français, c'est un combat qu'on présente en français. Si c'est 2 étrangers ou il y a un étranger, je vais quand même faire en sorte qu'ils comprennent ce que je raconte, pour qu'il y ait une, loyauté ou une, authenticité. J'ai la chance, comme je te le disais, d'avoir passé 7 ans aux États-Unis, d'avoir commencé ma carrière, à Los Angeles, d'avoir, commenté des combats de boxe, en anglais, d'avoir été appelé en freelance. On est 2 ou 3 avec, Marc Chavet qui est d'origine américaine, à pouvoir, travailler dans les 2 langues. Hem, c'est un sport qui est très américain et donc je garde ces codes-là. J'ai fait mes études aux États-Unis donc je me suis fait mes potes de fac, je continue de leur parler chaque semaine. San Diego, Los Angeles, et cetera. Hem et donc il y a cette fibre-là et puis si effectivement, Bruce Buffer, qui est quand même notre référence depuis toujours, toujours, depuis les débuts, hem, c'est difficile de s'en défaire, et il y a pas quand même 15 façons de présenter
2 combattants. On a un sport qui est quand même très codifié. Hem, pour l'instant, quoi qu'on en dise, la ref, elle est US. Et donc on se cale là-dessus et puis, bah, on le disait tous les 2, il y a un petit moment, ça fait quand même, finalement, bon an, mal an, 17 ans, 18 ans que je suis baigné dedans et je crois qu'inconsciemment, il y a des similitudes dans ce que je fais. Maintenant, c'est Bruce la ref, comme c'était Mmh. Michael Buffer, la ref, sur le Let's Get Ready to Rumble. Cette figure de speaker, ça associe également ton image personnelle au sport, au MMA? Je te vois froncer les sourcils. Pourquoi perso? Privé? Ouais, tu as un visage, tu as une voix qu'on identifie à ce sport davantage que peut-être dans les sports collectifs? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je sais pas répondre à ça. Si tu me parles privé, je pense à mon garçon de 9 ans et demi qui, je le disais tout à l'heure, est féru de foot et qui en ayant participé à des fight weeks s'est vachement identifié aussi à ces pépites comme, Samba Sima, comme, Paul Dena, qui sont des mecs super bien et qui ont été d'une fraîcheur avec mon fils qui a du coup dit: «Papa, j'adore le foot, mais j'ai envie de me mettre un petit peu au MMA», donc il s'entraîne, au MMA et autant effectivement le côté présentateur, commentateur, j'ai commenté du foot pendant 15 ans et il était pas né entre guillemets et c'est vrai que lui, quand m'a vu en exercice, le côté speaker ressort plus pour lui, ça lui parle donc c'est mon si ça touche à l'affect, ce serait mon Mmh. premier spectateur là-dessus. Hem, c'est le jeu de ce sport-là aussi qui fait qu'on identifie des personnages. Heu, c'est difficile de parler de soi, donc je te reparle du coup de Bruce Buffer. Les personnages qu'on a en tête qui ne sont pas des combattants, hem, Dana White, Joe Rogan, Bruce Buffer, c'est, je pense, un peu le trident et pourtant, et bah, aujourd'hui, le matchmaker, ou en tout cas toute la partie business, c'est l'avocat Hunter Campbell. Le commentateur, c'est John Anik et depuis, plusieurs années, hem, pour, les Américains. Avant, c'était Mike Goldberg, et en fait, c'est plutôt le consultant, passe-partout, qui continue d'animer, les pesées, Joe Rogan, qui est un peu le visage. Aussi et ça doit te parler parce qu'il a le podcast le plus écouté au monde, Joe Rogan Experience, et que, c'est un leader d'opinion. Il est dans le sport depuis plus de 30 ans, mais c'est vrai que l'homme au nœud pape, Bruce, Joe le commentateur et Dana White le boss, c'est un peu les 3 personnages, donc j'imagine que les ligues enfin c'est pas j'imagine, c'était le cas avec, Octagone. Au KSW, ils ont un speaker, de dingue qui a ce vieux micro des années 50. Il y a une reverb qui travaille, qui est, sans doute, la référence en Europe. Hem, ça se discute, mais peut-être finalement du niveau de Bruce, et pour d'autres raisons. Voilà, chaque ligue a mis des personnages comme ça un peu en Mmh. exergue. On a parlé, d'Hexagone. Si on rentre dans le détail, il y a la prochaine édition, c'est la numéro 40, le 28, février à Aix. Une soirée de 4 heures environ, avec une ceinture qui est vacante. Toi, quand tu as ces éditions qui sont prévues, comment tu les travailles? Comment tu travailles le storytelling que tu vas, mettre en scène, sur ces événements? J'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Âge, poids, taille, allonge, club de départ, origine, la petite stat, qui va bien, la petite info, décalée éventuellement. Il y a des choses que je donne à la conférence de presse la veille, qui a souvent lieu à 15 heures, qui, permet aux médias locaux de pouvoir, «vendre» entre guillemets une dernière fois leur événement, qui permet à Hexagone de dire: «Il reste des places». Donc c'est une espèce de pesée cérémonielle, c'est-à-dire que la pesée a lieu le matin et l'après-midi, on fait ce dernier face à face pour nourrir aussi les réseaux sociaux. Hem, je prépare toujours un petit peu quand même de la même façon.
Il y a des infos qui sont plus ou moins faciles à trouver. Si on a vu un combattant 3, 4, 5 fois, Paul Dena, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est comme un match de foot, tu me donnes, Angleterre-Allemagne, à commenter en coupe du monde. Hem, a priori, j'ai les 2 11, donc je vais aller chercher les remplaçants. Quand il faut commenter des matchs de Ligue 2, faut aller bosser un peu plus. Donc les nouveaux combattants, beh, je vais les chercher un peu plus les premières fois. Et puis ensuite, je radote, mais Samba, Paul, qu'est-ce que tu es devenu depuis 3 mois? Paul s'est documenté, Dubaï, Thaïlande, Samba, on s'entraîne avec mon fils, dans une des orgas, le Fighting Beat de Malik Sylla, où ils ont des antennes, 2 antennes dans le 92, juste en dehors de Paris. Donc c'est pareil, je suis le fil. Les réseaux sociaux aident énormément, hem, mais de toute façon, il faut qu'il y ait avant un premier passage dans la cage, il y a une rencontre. Il y a une mini interview en ce qui me concerne avec eux, ouais. Tu commandes de la même manière, l'UFC et l'Hexagone? Je commande pas l'Hexagone, puisque je le Mmh. fais en tant que Ouais. speaker. Hem, on J'essaye de me dire aujourd'hui, les gens qui sont devant leur poste sont déjà assez armés. Qu'est-ce qu'on peut encore leur amener? Hem, Petit à petit, par touche, j'aime beaucoup la médecine du sport, tu vois? J'ai 3 générations de médecins, dans ma famille. De temps en temps, par petites touchées comme ça, on parle de morpho-préférence. J'aime bien faire venir, sur le plateau, des spécialistes de certaines choses pour qu'on puisse à chaque fois amener quelque chose. J'aime bien aussi, amener un sportif de haut niveau d'un autre sport qui, adore le sport. Je te prends l'exemple, il y a quelques années, Jérémy Janot était le gardien de Saint-Étienne, volant, avec son 1,76 m. Il est aujourd'hui, entraîneur des gardiens, de l'équipe de France espoir. Fan absolu de Wanderlei Silva. On le fait commenter avec nous à un événement, en Allemagne, à Cologne, on est en bord de cage. Wanderlei Silva sort de la cage maculé de sang et Jérémy lui tombe dans les bras. Il est en pleurs et nous, à l'époque, 2009-2010, nos héros, nos plus grands athlètes, ce sont des footballeurs et on se dit: «Tiens, mais attends, c'est dingue, quoi». Il y a des footballeurs connus, identifiés, qui sont fans d'un autre sport qu'on connaît à peine. Le tatouage de Jérémy Janot, sur la nuque, c'est, Wanderlei Silva. Il est parti au Brésil pour le voir, pour s'entraîner, et puis il nous raconte, la guerre entre Ricardo Arona, et la guerre des plages entre Ricardo et Wanderlei. Donc j'aime bien, pour montrer la résonance de ce sport, montrer que, on fera venir Mathieu Debuchy, prochainement, aussi là, ancien joueur, lillois notamment et en équipe de France, qui rate pas un combat. Parce que les sportifs de haut niveau respectent énormément les boxeurs, les combattants de MMA parce qu'ils savent que c'est un sport d'une dureté rare et donc tout ça, ça se respecte, hem et il y a pas mal de passion aussi autour de ce sport. Je comprends. On arrive bientôt, à la fin de cet épisode. On en a parlé par petites touches, réseaux sociaux, Twitch. Est-ce que ces nouveaux canaux, ces nouvelles, plateformes de diffusion de l'information et du show, ça change la manière de commenter? Est-ce qu'il faut être plus dans l'instantanéité, la petite phrase choc? À à tort ou à raison, j'en sais rien, chez RMC, on a des journalistes, il s'avère qu'ils sont plus jeunes, d'âge, qui couvrent la partie, Twitch, YouTube, Sacha Alix chez nous à RMC, hem, qui est un streamer, un twitcher qui a un peu plus les codes. Je Tiens, tu vois, ça fait vieux con, je dis: «Je pourrais parler de Jones», mais il y aurait peut-être une dissonance. Moi, je reviens au début, je fais de la pay TV depuis une vingtaine d'années. Quand, effectivement arrive 20h30 parce que sur les chaînes, câblées, Arcom oblige, on diffuse du MMA à partir de 20h30.
je commente ou je présente pour les abonnés. Les abonnés d'RMC, en télé, bah, je te fais pas c'est pas un scoop, la tranche d'âge est plus élevée. Est-ce qu'il y a une identification? En tout cas, c'est le choix de la chaîne. Hem, on a un commentaire qui est peut-être un petit peu plus policé en télé, mais j'oublie jamais l'importance de la proximité, en tout cas avec les gens qui écoutent. Proximité. OK. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi Franck. On te retrouve donc le 28 février, à Aix, dans la cage. Ouais et puis c'est chouette parce que cette année Hexagone a mis en place, des tournois à 100 000 €, dans la catégorie des 70 kilos et dans la catégorie des 84 kilos. Donc, à chaque hexagone, à travers la France, il y a souvent une ceinture. Là, ce sera la ceinture des moins de 57 kilos, la plus petite catégorie. Et puis ensuite, on va retrouver Strasbourg pour une première fois le 6 mars. Le 26 mars, on va retrouver Nantes avec une demi-finale chez les poids moyens, avec une star internationale qui est Norbert Novanny contre Clément Giordannengo. Et puis on va aller jusqu'au Zénith de Paris le 11 avril avec Mathieu Leto Duclos contre Eliane Boifia. Là aussi, ce sera dantesque, j'en suis sûr. Paul Déna va revenir à Lyon le 12 juin. Hexagone se débrouille bien pour ce storytelling et ce retour, ou en tout cas cette venue des tournois, c'est bienvenu en France. Donc là, l'idée, c'est une date par ville, si j'ai bien compris. Donc il y a une espèce de Tour de France des combattants. Ce qui d'ailleurs ancre Hexagone beaucoup sur le territoire français. Il y a une cote d'amour dans les zéniths en province qui est assez dingue. Il y a toujours quelqu'un qui a au moins fait des arts martiaux et qui veut montrer à ses amis et à ses proches ce qu'il en est. On reçoit beaucoup d'affect. Il y a moins d'événements qu'en Île-de-France. Et donc, quand les organisations se déplacent, bah, il y a une grosse appétence et les gens nous le rendent bien, quoi. C'est vraiment chouette. Et puis ça peut donner lieu, je pense à Orange notamment, à des lieux magnifiques pour faire des combats qu'on voit pas ailleurs. L'Arène, le Théâtre Antique d'Orange, ce sera cet été de nouveau, le 7 août de mémoire, je crois. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a 3000 ans et effectivement, il y a peut-être un côté cliché, mais les nouveaux gladiateurs, les gladiateurs des temps modernes, on s'y retrouve complètement. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.